Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Lina, je suis en troisième année de médecine et je suis tutrice dans la partie chimie. Donc là aujourd'hui on va corriger ensemble le TD2 de chimie, donc c'était sur la thermochimie, acide-base et oxydoréduction. On va commencer par les 5 premiers QCM qui sont sur la thermochimie. Donc je vous invite à prendre avec vous le formulaire que j'avais déposé sur le drive, le formulaire de chimie, donc c'était thermochimie. Et on va commencer par la première question. Alors, donc, on considère la réaction de décomposition de l'eau oxygénée à 300 Kelvin selon la réaction suivante. Donc là, vous avez la réaction H2O2 qui donne H2O plus 1 demi de O2. À 300 Kelvin, l'enthalpie standard de la réaction est égale à moins 100 kJ par mol moins 1. Et donc là, vous avez les affirmations. On va commencer par corriger les deux premiers items. Donc l'enthalpie libre standard delta RG0 de la réaction de décomposition est soit de moins 1900 ou moins 109. Donc par quoi on commence à se rappeler la première formule qui est, donc je vais l'écrire ici, delta R G0 est égal à delta R H0 moins T delta R S0. Bon, j'espère que vous arriverez bien à lire tout ça parce que c'est pas très beau. Alors, donc delta RG0 est égal à delta RH0 moins T delta RS0. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Delta RS0. Comment est-ce qu'on calcule delta RS0? C'est facile, vous voyez dans les données. Donc là, ce qui est très important à regarder, c'est vrai, avant de commencer un QCM, c'est de lire toutes les données. Donc les données, là, vous avez l'entropie absolue à 300 Kelvin, donc le S de H2O2, H2O, O2. Donc vous avez tout. C'est très bien parce qu'on va commencer par calculer delta RS0. Comment est-ce qu'on le calcule? Alors, delta RS0 est égal à, du coup, c'est le S0 de H2O plus 1 demi de S0 de O2 moins S0 de H2O2. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la somme des produits moins la somme des réactifs. Voilà. Donc, comment on va calculer tout ça? Bon, là, je vais vous supprimer tout ça parce que c'est pas très joli. Donc, on continue. Donc, comment est-ce qu'on calcule tout ça? Là, on va pas faire tout ensemble, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous avais écrit un petit peu avant. On a les données. Donc, on avait S0H2O plus 1 demi de S0O2 moins S0 de H2O2. Vous avez les données, ce qui donnait du coup 70 plus 103 moins 143. Et ça nous donne 30 joules par mol moins 1 par Kelvin moins 1. C'est bon, du coup maintenant on a delta RS0. Il ne nous manque plus qu'à calculer tout ça avec la formule de base qui était delta RG0, je le rappelle, qui est égal à delta RH0 moins T fois delta RS0. Vous remplacez tout ça par les valeurs numériques avec, n'oublions pas, le delta RH0 moins 100 kJ par mol, ça a été donné dans l'énoncé. Vous remplacez par les données et ça va vous donner au total moins 109 fois 10 puissance 3 joules par mol. L'énoncé, il le donne en kilojoules, donc ça fait bien moins 109 kilojoules par mol moins 1. Donc la bonne réponse, c'était la réponse 2. La 1 était fausse. Voilà pour les deux premiers items. Je supprime tout ça et on enchaîne. On va passer maintenant par la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, c'est une formule à connaître. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, la formule de l'équilibre, donc là, il nous donnait la constante d'équilibre K1 à 300 Kelvin est égale à 1,9 fois 10 puissance moins 20 ou que c'était égal à 3,82. La constante d'équilibre, c'est K qui est égal à exponentielle de moins delta R G0 divisé par RT. Là, c'est facile. Le delta RG0, on l'avait calculé à la première question, c'était moins 109. Le R, c'est une constante, c'est égal à 8. Et le T, c'est la température qui est égale à 300 Kelvin. Donc le K, quand on remplace tout ça, le K est égal à 109 fois 10 puissance 3 divisé par 2,4
On rappelle donc le 2, divisé par 2,4 fois 10 puissance 3. Parce que 2,4 fois 10 puissance 3, c'est là. 8 fois 300 égale 2,4 fois 10 puissance 3. La constante d'équilibre est égale à 5,2 fois 10 puissance 19. Voilà. Donc 5,2 fois 10 puissance 19, les deux étaient fausses, la 3 et la 4 étaient fausses. C'est bien, ça c'est bien la bonne réponse. 5,2 fois 10 puissance 19. Et enfin, la dernière question, donc à 500 Kelvin, la constante d'équilibre Ka1 égale 7,4 fois 10 puissance moins 21, fois 10 puissance 21. Donc pour savoir ça, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans l'énoncé, enfin dans l'item, qu'ils ont augmenté la température. Notre température dans l'énoncé, c'était 300 Kelvin. Et là, on passe de 300 Kelvin à 500 Kelvin. Ça veut dire qu'on augmente la température. Ça, c'est important à retenir. On augmente la température. Il y a une loi qu'il faut retenir, c'est la loi de Van 't Hoff, qui dit que d ln de k est égal à delta RH0 divisé par RT au carré, dt, en fonction du temps. Donc nous, on a une réaction exothermique. Alors là, j'ai une petite astuce pour que vous reteniez si c'est une réaction exothermique ou si c'est une réaction endothermique. Ce qu'il faut retenir, que donc, quand on a une réaction exothermique, delta RH0 est inférieur à 0. D'accord? Là, c'est bien ce qu'on a vu, on l'a calculé, delta RH0. Enfin, delta RH0, on l'a vu dans l'énoncé, c'est moins 100 kJ. Donc, il est inférieur à 0. Pour retenir que quand delta RH0 c'est inférieur à 0, c'est exothermique, c'est une petite astuce que j'avais quand j'étais en PACES, c'est que les ex sont toujours négatifs. Là, on parle des ex, vous avez compris. Les ex sont toujours négatifs, donc exothermique, ex inférieur à 0. Endothermique, supérieur à 0. Donc delta RH0 inférieur à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction exothermique. À 300 Kelvin, du coup, on passe de 300 Kelvin à 500 Kelvin, donc on augmente la température. Et quand on augmente la température, eh bien, la constante d'équilibre, elle, va diminuer. Donc, ça ne peut pas être 7,4 fois 10 puissance 21. C'est inférieur, forcément, à ce qu'on avait calculé dans la question précédente, qui était 5,2 fois 10 puissance 19. Voilà pour cet item. Pour ceux qui s'aiment, on a terminé. On va passer au question. Du coup, question 2. Donc, on se propose d'étudier la réaction de fermentation du glucose solide en éthanol. CO2, donc à 300 Kelvin, sous une pression de 1 bar. Donc là, on a la réaction C6H12O6 qui donne 2 C6H5OH plus 2 CO2. On est parti. Donc la quantité de chaleur échangée à volume constant QV lors de la fermentation complète de 2 mol de glucose est égale à moins 159,6 kJ. Donc là, on va avoir les affirmations suivantes. Donc là, on commence par le premier item. L'énergie interne standard de fermentation du glucose solide delta RU0 est égale à moins 159,6 kJ par mol. Donc là, qu'est-ce qu'on va calculer? On va chercher, donc on a QV, la quantité de chaleur. QV est égal à delta U0. Et ça, c'est égal à epsilon multiplié par delta RU 0. C'est ça la formule qu'il faut retenir pour ce premier item. Qu'est-ce que c'est epsilon? Epsilon, c'est l'avancement. C'est l'avancement de la réaction. Et là, on voit, donc ils le disent directement, lors de la fermentation complète de 2 mols, donc on a les 2 mols de glucose, donc epsilon égale 2. Voilà. Donc, on va avoir QV qui est égal à ça. Donc si QV est égal à epsilon fois delta RU et que nous, on cherche quoi? On cherche delta RU. Delta RU est égal à QV divisé par epsilon. C'est égal à QV, on l'a dans... Delta RU est égal à QV divisé par epsilon. QV, on l'a dans l'énoncé, est égal à moins 159,6. Donc ça nous fait moins 159 divisé par epsilon divisé par 2. Et ça nous donnait moins 79,8 kJ par mol moins 1. Voilà, donc c'était bien la réponse. Donc on avait la réponse
c'est pas la bonne réponse, donc c'est pas la 6, c'est pas moins 159,6, c'était la 7. On continue, donc la question 8. L'enthalpie standard de fermentation du glucose solide delta RH0 est égal à plus 4720. Donc là, la formule qu'il faut retenir, on va chercher l'enthalpie standard. L'enthalpie standard, c'est quoi la formule? C'est delta RH0 est égal à delta RU0 plus RT, donc R, la constante des gaz parfaits, T, la température, multiplié par delta V gaz. Qu'est-ce que c'est delta V gaz? Delta V gaz, ça va être la somme des produits moins la somme des réactifs, mais gazeux. On regarde toujours dans notre réaction, on voit qu'on a juste le CO2 en gaz, donc on a deux molécules de CO2, et on n'a rien en réactif. Donc ça nous fait 2 moins 0, delta V gaz, est égal à 2 moins 0, est égal à 2. Pour ça, on est bon. Ensuite, on applique donc la formule. Delta RH0 est égal à delta RU, qu'on avait calculé dans la question précédente, qui était moins 79,8, plus RT delta V gaz. Tout ça en application numérique, ça nous donne, donc on avait donc notre moins 79,8 fois 10 puissance 3, plus 8 fois 300 fois 2. Et ça, c'est égal à moins 75 kilojoules par mol, moins 1. Et donc la réponse B, donc la réponse 7, elle était bonne. Alors on continue avec l'item 8. L'enthalpie standard de fermentation du glucose delta RH0 est égal à plus 4720. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a vu, donc ça c'était la même chose que la question précédente. Donc on avait calculé l'enthalpie standard et c'était égal à moins 75, donc la 8 elle est fausse. Et on enchaîne avec la 9. L'énergie interne standard de fusion du glucose delta fusion est égale à plus 32 ou est égale à moins 32. Donc là on va demander de calculer l'énergie interne standard. Comment est-ce qu'on calcule l'énergie interne standard? C'est une formule qui est delta fusion. Delta fusion U0 est égal à delta fusion de H0. Donc si delta fusion U est égal à delta fusion H, on a delta fusion H, regardez bien dans les données. Donc là je vous les surligne, les données. Donc regardez bien dans les données, delta fusion H du glucose est plus 32. Donc si delta fusion U est égal à delta fusion H, et bien dans ce cas-là c'est plus 32 et pas moins 32. La réponse 9 était vraie et la réponse 10, elle était fausse. Voilà pour ce QCM, on enchaîne avec le prochain. Alors du coup on continue avec la question 3. Au cours de la dernière étape du cycle de Krebs, donc là voilà, petit clin d'œil pour la biochimie, au cours de la dernière étape du cycle de Krebs, l'enzyme malate déshydrogénase catalyse l'oxydation du L-malate en oxaloacétate. Vous avez la formule, L-malate plus NAD+, donne oxaloacétate plus NADH plus H+, avec le sens de réaction plus 1 moins 1. On réalise une expérience à 310 Kelvin et pH égale 7 dans les conditions suivantes. Et là, vous avez toutes les données. On n'oublie pas, donc là c'est ce que j'avais oublié de faire dans les deux premiers QCM, mais on n'oublie pas de surligner les données. Dès que vous les avez, c'est le plus important, parce que c'est ça que vous allez chercher en premier quand vous allez commencer la résolution de vos QCM. Les données, on les a. On a la constante d'équilibre K qui est à 10 puissance moins 12, et on a les données à 300 Kelvin avec RT 2576. J'ai mis RT ensemble, je vous ai donné une aide au calcul, c'est pour que ce soit plus facile après quand vous utiliserez la calculatrice. Alors c'est parti, donc premier QCM, la constante d'équilibre biologique K' de la réaction d'oxydation, et ça est à 310 est 10 puissance moins 19 ou est égal à 10 puissance moins 5. Donc on va traiter les deux premiers QCM. La constante d'équilibre biologique K'. Attention, on ne demande pas la constante d'équilibre normale, parce que là vous voyez qu'on l'a déjà dans l'énoncé, on demande la constante d'équilibre K'. Donc il faut se rappeler la formule qui unit K et K'. K, la constante d'équilibre normale, elle est égale à K', notre constante d'équilibre biologique, multipliée par la concentration de protons, H+, à l'équilibre. Ça, il faut le retenir. C'est une formule qui permet de lier la constante biologique et la constante d'équilibre. Sauf que, c'est marrant, on a K, mais on n'a pas K'. Donc, c'est l'inverse. On cherche du coup K'. K', qu'est-ce que c'est? K', comme on a K, K' est égal à K divisé par la concentration des protons, H+, à l'équilibre.
Comment est-ce qu'on calcule on a K est égal du coup à 10 puissance moins 12. Donc, K' est égal à 10 puissance moins 12 sur... Et la concentration de H+, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simple, on a notre pH est égal à 7, on rappelle. Donc, du coup, la concentration de H+, c'est 10 puissance moins 7. Parce que ça, c'est un petit rappel de vos cours d'acide-base. Vous savez, avec la concentration de H3O+, 10 puissance moins la concentration de H3O+. Donc, vous avez K' est égal à 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 7. Et ça nous donnait 10 puissance moins 5. La bonne réponse, c'était la réponse 12. La réponse 11, elle était fausse. On continue. Tac, 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 tac. On continue du coup avec la question suivante. L'enthalpie libre standard biologique de la réaction delta RG0 est égale à soit 3091, soit moins 30,91. Donc là, c'est facile, c'est juste pour essayer de... c'est une petite question piège pour pas que vous vous trompiez dans tout ce qui est 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, donc bien mettre les unités pour pas se tromper dans les virgules après. Parce que là, vous pouvez avoir une question piège là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la question, la formule. La formule, donc là, on cherche l'enthalpie libre standard biologique. L'enthalpie libre standard, c'est delta RG0 toujours, qui est égal à moins RT ln de K'. K' qu'on a calculé dans la question précédente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper dès la première question, parce qu'après on utilise encore cette question pour la question suivante. Donc delta RG0 est égal à moins RT, on l'avait mis dans les données, donc 2576,1 ln de 10 puissance moins 5. Et ça nous donnait environ 31,2. 31,2 kJ par mol moins 1. Donc, les deux réponses suivantes, donc la 13 et la 14, elles étaient fausses. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez un item où il vous propose plusieurs réponses, où vous avez plusieurs choix de données possibles, c'est pas parce que vous avez plusieurs choix de données possibles qu'une des deux est forcément la vraie. La preuve, là, je vous ai demandé de calculer le delta RG0, qui est égal à 31,2, c'est ni 30,91 ni 30,91. C'était un petit piège. Et enfin, pour la dernière question, donc à température égale 300 Kelvin et dans les conditions de l'expérience réalisée, la réaction d'oxydation du L-malate est impossible dans le sens 1. Donc là, on nous demande le sens de la réaction. Sens 1 ou sens moins 1. Comment est-ce qu'on se rappelle dans quel sens est-ce qu'on a la réaction ? C'est en fonction de... ce qu'on appelle le quotient de réaction. Le quotient de réaction, ce petit symbole, qui est du coup, pour prévoir le sens spontané de la réaction, il faut donc comparer le quotient de réaction, ce petit symbole, et la constante d'équilibre biologique K' qu'on avait calculé. Donc le quotient de réaction, lui, on va le calculer, parce qu'on nous a donné la constante d'équilibre K, qui était égale à 10 puissance moins 12, et K', on l'a calculé. Donc maintenant, il faut savoir si le quotient il est plus grand ou moins grand que K'. Donc on va le calculer. Notre quotient de réaction, donc il se comporte comme la constante d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va avoir l'oxaloacétate. Je ne vais pas tout écrire d'un coup, donc je mets ox pour oxaloacétate. La concentration de oxaloacétate à l'état initial, 0, multiplié par la concentration de NADH à l'état initial, 0. Le H+, on s'en fiche, c'est pas important pour calculer le quotient de réaction, sur les produits L-malate, la concentration de L-malate, à l'état initial toujours, ainsi multiplié par la concentration de NAD+, à l'état initial. Et donc notre quotient, il est égal à 4 fois 10 puissance moins 3. Je vous laisserai remplacer l'oxaloacétate avec tout ça, avec toutes les données qu'on a ici. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça prendra trop de temps, mais vous les avez toutes, donc c'était 2 fois 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 3, vous remplacez juste et vous mettez ça à la calculatrice, et ça vous donne 4 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, le quotient de réaction, 4 fois 10 puissance moins 3, il est plus grand ou plus petit que K', on rappelle que K' est égal à 10 puissance moins 5, donc il est plus grand
que K', quand le quotient de réaction est plus grand que K', la réaction se fait dans le sens -1. La réaction est spontanée dans le sens -1. Et donc impossible dans le sens 1. Donc nous avons la dernière réponse, elle était vraie. La réponse 15, elle était vraie. Alors, on continue du coup avec la question 4. La question 4, donc, parmi les affirmations suivantes, indiquez celles qui sont exactes. Donc là, c'était une question un peu plus question de cours pour tester vos connaissances et pour surtout bien vérifier que vous connaissez bien votre cours. Parce qu'on peut vous poser des questions comme ça, il n'y a pas que des questions de calcul. Alors, un système fermé ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Celle-ci, elle est fausse parce que c'est vrai, un système fermé n'échange pas de matière, mais il peut aussi échanger de l'énergie. Donc, il faut bien lire. Petit piège, il peut échanger de l'énergie. Donc, elle est fausse. Une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. Ça, c'est vrai. C'est du cours. Hein. Vous relisez votre fiche, c'est écrit. Ensuite, lors d'une transformation, l'énergie interne d'un système isolé est constante. On rappelle le premier principe de conservation de l'énergie qui stipule que delta U est égal à Q multiplié par W le travail. Donc, pour un système isolé, ni échange de chaleur, ni travail avec le milieu extérieur, Q égale 0, W égale 0, donc delta U est égal à 0, et donc c'est une constante. La 18, elle était bonne. Désolée pour mon écriture. Ça, c'est bon. Ensuite, dans le cas d'une expansion libre de gaz parfait, le travail échangé au cours de la transformation est nul. Donc ça, c'est vrai. On va la corriger ensemble. Donc l'expansion libre d'un gaz parfait correspond à une détente dans le vide où règne une pression nulle. Donc on va avoir notre formule, donc notre petit delta W, qui est égal à moins P, donc moins la pression, delta V. Et ça, c'est nul, égale 0. C'est du cours aussi. Je vous ai juste rappelé la formule qui le prouve. Et enfin, dernière réponse. Le travail d'un gaz parfait subissant une transformation isotherme est égal à la chaleur échangée au cours de la transformation, W égale Q. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va reprendre notre formule du début qui disait que delta U est égal à Q plus W. Donc là, on part du principe, donc le travail d'un gaz parfait subissant une transformation isotherme est égal à la chaleur échangée. Donc là, on voit que Q plus W, comme on avait dit c'était une constante, que c'était égal à 0. Du coup, Q est égal à moins W, ou W est égal à moins Q. Donc ça, c'est faux. C'est W égale moins Q, pas W égale Q. La 20, elle était fausse. Voilà, pour ce QCM, c'était bon. On a terminé pour le QCM 4. On enchaîne avec le dernier QCM, donc le QCM 5. Celui-là, il va être très rapide. On se propose de déterminer l'enthalpie de réaction delta RH0 de la synthèse du méthanol CH3OH à 298 Kelvin. On a la formule CO molécule de gaz plus 2H2 donne CH3OH. Et là, on a quoi? On a des données qui sont très importantes. On a notre tableau de combustion. Et c'est ça qui va vous permettre de terminer le QCM en moins d'une minute, vraiment. Donc vous avez les données avec les delta combustion de CO, de H2 et de CH3OH en kilojoules par mol moins 1. Comment est-ce qu'on va calculer delta combustion H0? On va faire delta combustion H0, donc des réactifs, moins delta combustion des produits. Donc ça nous fait delta combustion CO plus 2 fois delta combustion de H2, moins delta combustion de CH3OH. Il faut bien faire attention au coefficient stoichiométrique, parce que là, vous voyez bien que devant le H2, on a un 2. Et celui-là, il est très important parce que il faut le mettre dans la formule. Donc je l'écris ici, delta combustion H delta combustion H de CO plus 2 fois delta combustion H de H2 moins delta combustion H de CH3OH. Donc là, il faut faire attention parce que comme on parle de delta combustion, c'est les réactifs moins les produits. C'est pas l'inverse quand on était dans d'autres
dans d'autres QCM où on devait par exemple calculer la constante d'équilibre, tout ça, où là c'est bien les produits moins les réactifs. Mais là quand on parle de combustion, c'est ça. Ce qui va nous donner, donc là c'est là que le tableau il va être utile, c'est qu'on va pouvoir juste tout simplement remplacer par les valeurs qui sont données dans le tableau. Ça nous fait moins 283, donc delta RH0 est égal à moins 283, plus 2 fois moins 288, donc ça nous fait 286, pardon, moins 286, moins 714, donc plus 714. Et ça nous donne moins 141 kJ par mol moins 1. Voilà, donc c'était la réponse 24, qui était bonne, la réponse D. Et donc, avec ce QCM, on termine la partie thermochimie. Donc, on avait 5 QCM qu'on a corrigés ensemble sur la partie thermochimie. C'était majoritairement des calculs d'enthalpie, d'entropie, parce que c'est surtout sur ça que ça tombe le concours. Donc, entraînez-vous bien sur tout ce qui est enthalpie, entropie, delta RG0, delta RH. Et vous pouvez aussi utiliser la constante d'équilibre, la constante biologique. Revoyez le formulaire que je vous ai mis aussi sur le drive avec la partie thermochimie, où vous avez un ensemble, on va dire, de toutes les formules qu'il faut connaître. Mais n'oubliez pas de regarder aussi surtout vos carnets qui sont très importants pour avoir une idée globale de ce qu'on va vous demander au concours. On va enchaîner maintenant avec la partie acide-base. La partie acide-base, je vous conseille vraiment à 100% d'apprendre les formules par cœur, parce que c'est toujours les mêmes, et c'est les formules acide faible, acide fort, base faible, base fort, le pH qui va orienter, le pH avec vous savez l'équation que tout le monde connaît, l'équation Anderson-Hasselbalch. Celle-là, il faut la connaître par cœur. Faut toutes les connaître. Ça, c'est vraiment, le formulaire d'acide-base, c'est sur celui-là qu'il faut miser pour le concours. D'ailleurs, on va commencer le premier QCM et vous allez voir qu'on va déjà utiliser 3 de ces formules. Donc, c'est parti. L'athénolol est une monobase de la classe des bêta-bloquants utilisée pour traiter l'hypertension artérielle, l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde. On dispose de 3 solutions aqueuses, A, B, C, obtenues par mélange d'athénolol et de différents volumes d'acide chlorhydrique. Et le tableau ci-dessous indique la composition de chaque solution. Donc, on a le tableau avec la solution A, B et C. On a le pKa. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on surligne les données. Le pKa, et après on va nous demander de calculer, ça va être surtout des calculs de pH. Le pKa de l'athénolol il est à 9,6, le pKe il est égal à 14. Le pKe c'est le pKe de l'eau. Du coup, la constante d'équilibre K est égale à 10 puissance 9,6. Ça c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on a comme formule? K est égal à 10 puissance pKa. Tout simplement. Donc K est égal à 10 puissance 9,6. Aussi bête, ça prend 1 seconde. Et la 26, elle est bonne. Le pH de la solution A est égal soit à 11,3, soit à 5,3. Et là, c'est parti pour calculer les pH. Donc, qu'est-ce qu'on a? La solution A, c'est une solution d'athénolol seul. On rappelle, l'athénolol seul, donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On dispose de 3 solutions aqueuses A, B, C. Et on avait A, on voit dans le tableau, A, on a 100 ml d'athénolol seul. Donc, on a la concentration CB égale 100 ml. Du coup, on va devoir calculer, on sait que l'athénolol, c'est une base faible. Quel est le pH d'une base faible? pH est égal à 1,5 de 14 plus pKa plus log de la concentration CB. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est la concentration CB. C'est sur ça qu'on va se concentrer parce que le pH, on l'a pas. 14, le pKa, on l'a pas non plus. On va du coup rechercher, le pKa si, pardon, on l'a, c'est 9,6. Parce qu'on l'avait calculé, le pKa de l'athénolol, c'est 9,6. Du coup, on cherche juste la concentration de CB, donc la concentration de l'athénolol. On a le volume. Et comment est-ce qu'on calcule ça? On va chercher CB, donc la solution B, elle possède... Donc, comment est-ce qu'on calcule la concentration de la solution A? On va céder la solution B. Parce que la solution B, elle possède un pH égal au pK, parce que là, on le voit, le pH, il est à 9,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se situe à la demi-équivalence du dosage pour laquelle le volume de H3O+, versé vaut volume de la demi-équivalence, volume 1,5, est égal à 25 ml. Il est là.
On est à la demi-équivalence parce que notre pH est égal à notre pKa. On se rappelle, pH égale pKa, on est à la demi-équivalence. Comment est-ce qu'on calcule le volume classique? Là, on a le volume de la demi-équivalence qui est à 25. Du coup, le volume à l'équivalence est égal à 2 fois 25, qui est égal à 50 ml. Voilà, donc on a notre volume 50 ml. Ça veut dire que Ca fois le volume de l'équivalence est égal à CB VB. Ça tombe bien, qu'est-ce qu'on cherche dedans? On cherche CB. Du coup, CB est égal à Ca fois le volume de l'équivalence divisé par le volume B. On remplace tout ça et ça nous donne 0,1 mol. Si vous voulez, je vous le dis à l'oral pour pas que... Enfin, si vous êtes perdu par rapport à l'application numérique, je vous le dis à l'oral. Ca est égal à 0,2 fois VE, on l'a calculé, c'est 50. VB, on l'a aussi, c'est 100 du coup. VB, on l'a ici, 100. Et donc du coup, tout est bon. Et ça nous donne 0,1 mol par litre moins 1. Maintenant qu'on a notre CB, je vais l'écrire ici avant de tout supprimer. CB est égal à 0,1 mol par litre moins 1. Je supprime tout ça et on fait notre formule de pH. Je l'ai supprimé, donc comme ça, vous allez devoir vous en rappeler. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le pH pour une base faible est égal à 14. Pardon, je me suis trompée. Le pH pour une base faible est égal à 1,5 de 14 plus pKa, 9,6, plus log de la concentration CB qu'on avait calculé, log de 0,1, on le met en valeur décimale, log 10 puissance moins 1. Et ça nous donne 11,3. Et on l'a ici, donc le pH de la solution A est égal à 11,3. La 27, elle était bonne, la 28, elle était fausse. Et maintenant, on va calculer la dernière. Maintenant, on va chercher le pH de la solution C. C'est pareil, hein. Vous allez voir, on va faire la même chose, on va encore utiliser le volume, total et le volume et à l'équivalence aussi de la solution B. Donc en fait, comme on a dans le tableau la solution B, on a tout. On a le volume d'athénolol, de la concentration, on a le volume d'HCl et on a le pH. Donc c'est à partir de cette solution B qu'on va pouvoir calculer le pH de la solution A qu'on vient de faire et le pH de la solution C. Ça a fait un truc bizarre qu'on va faire. On termine avec le calcul de pH de la solution C. Comment on fait? Donc la solution C, ça correspond à la solution obtenue à l'équivalence du dosage, puisque le volume versé d'H3O+, vaut volume équivalent 50. Vous voyez ici, c'est 50. Donc là, on est à l'équivalence. Équivalence, c'est quand CAVA est égal à CBVB. Là, on l'a ici. Donc à l'état final, on va à l'équivalence toute la base B qui va se transformer en son acide conjugué, le BH+. Et donc, on va avoir un pH qui va être inférieur à 7. Parce qu'on va être en présence d'un acide faible. On était dans une base faible juste avant l'équivalence, on est passé à l'équivalence et maintenant on va être dans un acide faible après l'équivalence. Donc à l'état final, on a BH+, la concentration de l'acide, qui est égale à CBVB, divisé par le volume total. Et le volume total, c'est quoi? C'est le volume global, c'est 100 plus 50, donc c'est égal à 150. On va l'écrire ici. Le volume total, c'est ça, c'est tout ça. V tot est égal à 150. Ok. Du coup, notre concentration de BH+, est égale à 10 moins 1 multiplié par 100 divisé par 50. 10 puissance moins 1 qui était la concentration CB, multiplié par VB, donc 100 qu'on avait ici, divisé par le volume total qui est égal à 150. Et ça nous donne 1/15, donc 1 sur 15 mol par litre moins 1. Comment est-ce qu'on calcule le pH avec notre concentration de l'acide? Et bien là, on va refaire cette histoire de formule de pH avec le pH est égal à
1,5 de pKa moins log de BH+. Vous avez vu, là, j'ai changé de formule. Pourquoi est-ce que j'ai changé de formule? Parce qu'on n'est plus sur une base faible, on est sur un acide faible. Donc la base faible, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, 14 plus pKa plus log de Cb. Là, on est sur un acide faible, et la formule pour calculer le pH d'un acide faible, c'est pH est égal à 1,5 de pKa moins log de la concentration de l'acide. Donc ça nous est 1,5 de pKa moins log de BH+, et ça, c'est égal à 5,4. J'ai pas fait l'application numérique, mais je vous le fais à l'oral. 1,5 de pKa à pKa, c'était 9,6, donc 9,6, moins log de la concentration qu'on vient de calculer, log de 1/15e, qui nous faisait donc au total 5,4. Voilà pour le QCM numéro 1, enfin c'est le QCM 6 là sur le TD, mais c'est le QCM 1 de la partie acide-base. Et donc c'était la 30 qui était bonne et la 29 qui était fausse. Voilà pour ça, on enchaîne avec le QCM 2. Alors du coup, pour calculer le pH de la solution X, on va devoir utiliser la formule de pH que je vais vous citer tout de suite, qui est pH est égal à 1,5 de pKe plus pKa2 plus log de C. Voilà. Donc vous avez ces trois valeurs, pKe on l'a, pKa2 on l'a, et log de C. Pourquoi est-ce qu'on utilise pKa2? Parce que nous, on se prépare à une solution de sulfite de sodium Na2SO3. Et donc c'est là qu'il est notre SO3. Il est dans le couple 2. Donc on utilise le pKa2. Ça nous fait, en application numérique, pH est égal à 1,5 de pKe, on l'a, c'est 14, plus pKa2, c'est 7,2, plus log de C. Le C, on l'a, c'est 0,1, qui est donné dans l'énoncé. Donc ça nous fait log de 10 puissance moins 1. Ça nous donne 10,1. Et donc la bonne réponse, c'est la 32. 31, 33 sont fausses. Et enfin, les deux derniers, donc, qui se réalisent aussi ensemble, afin de réaliser une solution de pH égale 4,5. Donc là, on va demander à avoir un pH de 4,5. Hop. pH égale 4,5. On doit réaliser un mélange initial constitué de 20 ml de la solution X et 10 ml de la solution HCl à 2 mol. Ou alors de 20 ml et de 1 ml. Donc là, on nous demande c'est une question de dosage. Donc la solution d'ampholyte HSO3- est obtenue à l'équivalence lorsque les réactifs introduits initialement seront, selon les proportions stoichiométriques, sont totalement consommés. Donc ça veut dire que quand N de HCl versé est égal à N de SO3- initial, ça nous donne du coup donc la concentration de SO3 multiplié par le volume, donc c'est C fois V, N égale C fois V. Hein. Et ça c'est égal, du coup, en application numérique, on a donc 0,1, la concentration de SO3- qu'on avait dans la question précédente, multiplié par 20 fois 10 puissance moins 3. Ça nous donne 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Et donc, du coup, le volume de HCl à utiliser, c'est donc, alors du coup, le volume de HCl, je vais juste supprimer ça pour pouvoir continuer. Le volume de HCl, c'est N sur la concentration de HCl. Je vais vous réécrire ça, c'est illisible. Voilà. Donc la concentration de HCl. V est égal à N sur V, hein, N égale C fois V, V est égal à N sur V. Ce qui nous donne du coup 2 fois 10 puissance moins 3, c'est celui-là, là. Divisé par 2. Et ça nous donne 1 ml. Donc c'est bien la réponse 35 et pas la réponse 34. Comment est-ce que j'ai résolu ce QCM? En fait, j'ai utilisé les données qu'on m'a mis dans l'item.
Donc, quand j'ai mis on doit réaliser un mélange initial constitué de 20 ml, on a remplacé du coup le volume par 20 ml pour tomber sur 1 ml. Pour tomber sur 1 ml, on a la réponse 35. Sinon, on serait tombé sur 10 ml, et on aurait la réponse 34. Voilà, ce QCM, il n'est pas évident. Je vous conseille de vous entraîner là-dessus parce que c'est pas facile de partir des données d'un énoncé où on vous explique... à quoi ressemble, quelle est la solution, comment est-ce qu'on transforme la solution, et à partir de là, extraire les données et les mettre en application numérique, c'est pas évident, donc je vous conseille de vraiment vous entraîner sur ce genre de QCM, comme ça deviendra un automatisme pour vous. Ok, on continue avec le QCM 8. Du coup, on va résoudre ensemble la question 8, qui est, pour les trois items différents, on avait donc 3 valeurs de pH les mêmes, et on a donc le NH3OH, NH2OH. Est-ce que celui-là est adapté pour la préparation d'une solution tampon? Ou est--ce que c'est H2PO4-, HPO4-, ou est-ce que c'est NH4+, NH3? Et comment est-ce qu'on sait lequel de ces couples-là, alors qu'ils ont tous les trois le même pH? Eh bien, on va regarder leur pKa. Donc là, on regarde au niveau des données. Et c'est là que c'est très important. Donc le pK pour le premier couple, il est égal à 6. Le pK pour le deuxième couple, il est égal à 7,20. Le pK pour le troisième, il est égal à 9,20. Il faut donc que pour notre solution tampon, il faut que notre pH soit compris entre pKa-1 et pKa+1. Et le seul qui fonctionne, c'est le couple 2. Le couple 2, qui a un pKa égal à 7,20. On rappelle donc notre pH qui est égal à 7,5, il est là. Il faut donc que ce soit pKa-1, pKa+1. Il est à 7,20, donc ça rentre bien dans le pKa-1, pKa+1. Et c'est le couple H2PO4-, HPO4-, qui est adapté parce que son pKa est bien... là, on a son pKa à 7,20, donc il est bien à pKa-1, c'est bon, ça rentre bien, quoi. La 37, elle est bien. 36, 38, ça marche pas. On continue. Donc, une solution tampon d'efficacité maximale est telle que pKa-1 pH compris entre pKa-1, pKa+1. Non, c'est faux. Il faut que la solution tampon de notre pH soit compris entre pKa-1 et pKa+1. Mais par contre, pour que la solution tampon soit d'efficacité maximale, il faut que le pH soit égal au pKa. Et là, on est dans une solution d'efficacité maximale. Donc, c'était faux. Et enfin, la 40, donc le pH d'une solution tampon est généralement compris entre 4 et 10. Ça, c'est du cours. C'est écrit dans vos formules, c'est écrit dans vos cours. Le pH d'une solution tampon est en général, il est compris entre 4 et 10. C'est ce que vous verrez toujours dans les QCM quand on parle du pH d'une solution tampon. Donc la 40, elle était vraie. Donc nous avons terminé la partie acide-base. Donc là, c'était 3 QCM qui vous permettaient d'avoir une vision d'ensemble sur la partie acide-base. Ce que je vous conseille de retenir de cette partie, c'est les formules. Donc les formules des acides-bases, des acides faibles, des bases faibles, des acides forts et des bases fortes. Parce que c'est vraiment sur ce genre de formules qu'on va vous interroger au concours. Parce que on va vous donner souvent on va vous donner un exemple, on va vous donner un énoncé. Et vous allez devoir deviner si c'est une base faible ou une base forte. Et à partir de là, trouver la formule qui correspond. Donc vraiment, le plus important en acide-base, c'est formule, formule, formule. Voilà pour la partie acide-base. Maintenant, on va terminer avec 2 petits QCM de la partie redox. Donc cette partie, elle est plus facile en général. On préfère toujours la partie redox que la partie acide-base, avec les nombres d'oxydation, tout ça. Cette partie-là, je vous conseille de vraiment bien la travailler parce que c'est une partie facile et on peut avoir des points très facilement sur ce genre de questions. Et en général, on réussit plus la partie oxydoréduction que la partie acide-base. Donc bossez-la bien. On va commencer par la première question, donc parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes. Le nombre d'oxydation de Mn dans MnO4- est égal à plus 5 et le nombre d'oxydation de Mn dans MnO2 est égal à plus 4. Là, c'est vraiment très simple, il faut vraiment bien comprendre comment est-ce qu'on calcule un nombre d'oxydation. Parce que ça, en général, c'est ce qu'on peut demander on demande ça très souvent et c'est vraiment des points faciles. Donc il faut savoir comment calculer le nombre d'oxydation. Alors, comment est-ce qu'on calcule le nombre d'oxydation? Donc, on a notre molécule MnO4-, et on sait que là, le MnO4-, on a une charge. C'est quoi la charge? On a le moins, donc c'est moins 1. Du coup, là, le nombre d'oxydation de MnO4-, il est égal à moins 1. Mais ce serait très simple si c'était juste ça. Nous, ce qu'on nous demande, c'est quel est le nombre d'oxydation de Mn dans MnO4-. Comment est-ce qu'on va calculer ça? On va faire une formule de calcul de nombre d'oxydation avec le nombre d'oxydation de Mn plus, donc là on va chercher le nombre d'oxydation aussi de O, mais là on a quoi? On a 4 molécules d'eau, donc, de O,
pas d'eau. On a 4 molécules de eau, donc ça nous fait plus 4 fois le nombre d'oxydation de eau. Et ça, c'est égal à moins 1. Il faut connaître par cœur, il y a certains numéros d'oxydation qu'il faut connaître par cœur. Par exemple, le nombre d'oxydation de eau, c'est égal à moins 2. Du coup, on va avoir le nombre d'oxydation de eau est égal à moins 2. On remplace tout ça. Ça veut dire que notre nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1. 4 fois moins 2, ça nous fait moins 8. Du coup, on va avoir notre nombre d'oxydation de Mn. Avec la formule, on remplace et on fait passer le Mn de l'autre côté. Ça veut dire que notre nombre d'oxydation juste de Mn, tu fais passer le 8 de l'autre côté, ça nous fait moins 1 plus 8. Et ça nous fait le nombre d'oxydation de Mn est égal à plus 7. La réponse 41, elle était fausse. Voilà, ça c'était pour la première. On refait la même chose pour la deuxième, sauf que c'est juste pas la même molécule. Donc on change certains points. Là, qu'est-ce qu'on nous demande? On va nous demander le nombre d'oxydation de Mn dans MnO2, qui est égal à plus 4. MnO2, donc on va avoir notre nombre d'oxydation de Mn plus, attention, on a 2 molécules de eau, donc plus 2 fois le nombre d'oxydation de eau. Maintenant, vous le connaissez par cœur, le nombre d'oxydation de eau, c'est quoi? C'est moins 1. Du coup, on va avoir notre nombre d'oxydation, donc notre MnO2, est égal, quand je dis est égal, c'est pas vraiment comme ça qu'on écrit, mais c'est pour que vous le compreniez, quoi. Nombre d'oxydation de Mn plus 2 fois moins 1. Et ça nous fait du coup, à la fin, notre MnO2, notre nombre d'oxydation de Mn est égal à plus 4, parce qu'on va faire passer de l'autre côté, et ça nous fait plus 4. La 42 était vraie. On n'oublie pas que le nombre d'oxydation de eau, c'est moins 2. Et donc, quand on calcule, là on cherchait le Mn dans MnO2, donc on avait notre MnO2, là on voit qu'on n'a pas de charge, donc le MnO2, c'est égal à 0, on n'avait pas de charge, donc notre nombre d'oxydation de Mn plus 2 fois moins 2 est égal à 0. Ça nous faisait donc qu'on avait notre nombre d'oxydation, donc on avait notre Mn, notre nombre d'oxydation de Mn, plus, je peux mettre plus, mais en vrai, on va aller plus vite dans la formulation. Donc, moins 4 est égal à 0. On fait passer le 4 de l'autre côté. Ça nous fait nombre d'oxydation de Mn est égal à 4. Et on les écrit en chiffres romains, les nombres d'oxydation. Donc, la 42 était bonne. Voilà. C'était juste pour compléter ce que j'avais mis dans la question 42, si c'était pas clair. On continue avec le QCM, avec l'item numéro 43. Donc là, on va parler des enthalpies libres standards. Ouais, vous pensiez que vous étiez débarrassé de la thermochimie? Eh ben non, on en refait. Du coup, les enthalpies libres standards associées au couple 1, 2 et 3. Dans les données, on l'a pas dit en début de QCM, mais dans les données, on va avoir les différents couples. Le couple 1, MnO4-, MnO2. Le couple 2, MnO4-, Mn2+. Et le couple 3, MnO2, Mn2+. Et on va chercher du coup aussi l'enthalpie libre standard E03. Mais c'est pas maintenant. Donc les enthalpies libres standards associées au couple 1, 2, 3 sont reliées par la relation delta RG01 est égal à delta RG02 plus delta RG03. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, comment est-ce qu'on va calculer ça? On va faire les demi-équations électroniques. Pour faire les demi-équations électroniques, on va prendre chaque couple et on va savoir s'ils échangent combien de protons ils échangent et combien d'électrons ils échangent. On commence par le premier, qui est MnO4-. Donc on va écrire les réactions, les demi-réactions. Donc on a MnO4- plus, que ça va donner, on va pas faire ça tout de suite comme ça, sinon c'est trop facile. MnO4- plus un nombre de protons et un nombre d'électrons, qui va donner MnO2 et des molécules d'eau. Donc ça, j'espère que vous êtes incollables sur l'équilibration des équations, parce que ça c'est le plus important en oxydoréduction. Donc on va l'écrire ici plutôt, c'est plus simple.
MnO4- plus un nombre de H+, plus un nombre de... Mince, j'ai failli vous spoiler là. Plus un nombre d'électrons donne MnO2 plus un nombre de H2O. Donc là, je vous laisse réfléchir un instant pour savoir combien de protons H+, et combien d'électrons il va falloir pour équilibrer cette réaction avec aussi des molécules d'eau. On va aller directement, hein, je vais vous l'écrire du coup. Pour avoir, donc là on avait le MnO4 et là on avait MnO2. Ça veut dire qu'il nous manquait 2 molécules d'eau. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'eau. Sauf que là on a juste un seul O. Donc là ça veut dire qu'ici on a 3 O et ici on en a 4. Ça se trouve que je vous explique ça alors que vous le savez déjà par cœur, mais bon, au moins c'est bien, c'est un rappel. Donc là qu'est-ce qu'on fait pour en avoir un peu plus? On met 2. Donc 2 H2O. C'est parfait, on a 2 molécules d'eau, on en a 2 ici aussi, enfin 2 molécules d'oxygène, de eau, plus 2 ici, ça nous fait 4 oxygènes, 4 atomes d'oxygène. Ici, on en a 4 aussi, c'est parfait. Problème, c'est que 2 fois 2 égale 4, on a 4 H, et là, on en a, on ne sait pas combien. Du coup, combien de H+, on doit mettre? On doit en mettre 4. 4 H+, parfait. Maintenant, on va regarder les charges. Donc là, on a 4... on va avoir combien de... Non, on a une charge de moins et 4 charges plus. Donc combien d'électrons, donc combien de charges moins il faut pour équilibrer, parce qu'on rappelle que de l'autre côté, on n'a pas de charge. Donc comment est-ce qu'on fait? On met 3 électrons. Voilà, donc ça c'était pour la première demi-équation qu'on va appeler delta Rg01. Donc la delta Rg01, je vais juste dézoomer un petit peu pour prendre de la place. Voilà. Ça, c'est delta Rg0 numéro 1. Avec un potentiel, enfin avec un E0 qui est égal à moins 3. Moins 3F E0. Pourquoi moins 3? Parce que c'est les électrons. Il faut compter par rapport aux électrons. F, la constante de Faraday. Donc là, c'est les électrons 3. Donc moins 3. On continue avec l'équation numéro 2. On va l'écrire d'une autre couleur. On a quoi? On a notre MnO4- qui va donner, pareil, Mn2+, cette fois. Et là, comment est-ce qu'on va l'équilibrer? On va rajouter pareil. Donc là, ici, on a 4 molécules, enfin, on a 4 atomes d'oxygène. Il nous faut 4 atomes d'oxygène de l'autre côté. Donc, on va mettre plus 4 H2O. Problème, 4 H2O, c'est bon, on a 4 atomes d'oxygène, mais on a aussi 8 protons H+, enfin, 8 atomes d'hydrogène, enfin, 8 protons H+. Donc, comment on fait? On va mettre 8 H+, de l'autre côté. 8H+ de l'autre côté, les charges qui s'équilibrent, où on rajoute des électrons, et là on va rajouter 5 électrons de ce côté-là, pour que ça s'équilibre, parce qu'on a 8 protons H+, un seul là, et 5 là, du coup, ça va s'équilibrer, parce qu'on rappelle qu'on a 2 de l'autre côté. Comment est-ce qu'on va appeler cette équation? On va l'appeler delta Rg02, avec cette fois-ci, le potentiel électrique, qui est égal à moins 8. On regarde... non, pardon, voilà, pas du tout. Pas moins 8. On va regarder les électrons, qui sont 5. Donc, en fait, ça va être égal à moins 5. On a moins 5 F E0. Jusque-là, tout est bon. Il nous reste une dernière demi-équation à faire que je vais écrire en vert. Là, cette fois-ci, on va avoir MnO2 qui va donner, pareil, Mn2+. Là, j'ai 2 atomes d'oxygène qu'on va équilibrer tout de suite en mettant 2 molécules d'eau. On a 4 H2, on a 4 H, donc on met 4 H+, et on équilibre avec nos protons, avec nos électrons, pardon, décidément. Avec nos électrons, ça nous fait 2 électrons pour que tout soit parfait en termes de charge. Comment on appelle celle-ci? On l'appelle delta Rg03. Et notre potentiel électrique, on regarde surtout les électrons, et c'est donc moins 2F. Moins 2FE0. Parfait. Donc là, on est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir quelle formule va relier le delta Rg01, le 2 et le 3? C'est simple. On regarde, on a moins 3FE, moins 5FE, moins 2FE. Comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ces trois-là pour que ça fasse une vraie équation? On va regarder surtout avec le delta Rg02.
Et instinctivement, on voit que lui, il est égal à moins 5, les autres, c'est moins 2, moins 3. Ça s'additionne ensemble. Ça veut dire qu'on a delta RG0, 2, qui est égal à delta RG0, 1, plus delta RG0, 3. J'ai eu un bruit aussi. C'est bon? Du coup, on continue. Donc, delta RG02 est égal à delta RG01 plus delta RG03. Parce qu'on avait notre moins 5 FE, FE comme ça, qui est égal, enfin, moins 5 FE2, qui est égal à moins 3 FE1 plus, enfin, plus, moins, c'est plutôt moins, ça ira plus vite, ce sera plus simple comme ça, moins 2 FE3. Voilà, donc l'item 43 était faux. C'était pas delta RG01, c'était delta RG02. Delta RG02 était égal à delta RG01 plus delta RG03. Et donc, on va nous demander, pour finir, de calculer le potentiel standard redox du couple MnO2, Mn2+. Évidemment, il nous manquait juste celui-là. Comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, c'est avec la formule suivante. Je vais dézoomer pour pouvoir prendre la place tout en gardant toutes les demi-équations parce que c'est assez important. Pour calculer du coup le potentiel standard redox, donc le E3, on va juste rappeler ici la formule qui était importante. On l'avait écrit ici, mais je vais la réécrire au propre là. On avait notre moins 5 FE02 qui est égal à moins 3 FE01 moins 2 FE03. Nous, on cherche celui-là. Ça tombe bien, c'est lui qu'on cherche. Donc, il est égal à quoi celui-là? Le E03. Il est égal à 5 E02 moins 3 E01 divisé par 2. J'ai retiré toutes les négatifs parce que de toute façon, comme ils étaient tous négatifs, si on les retire tous, c'est bon. Et on divisait par 2. On pouvait diviser par moins 2 en gardant les moins 5 et moins 3, mais pour que ce soit plus simple à la correction, on divise par 2 et on retire les 5 et on met tout en positif, quoi. Donc le E03 était égal à ça. On remplace par les valeurs. Donc ça nous faisait 5 fois 1,51 moins 3 fois 1,69 divisé par 2. Et hop, on va se mettre ici. Tout ça, c'était égal à 1,24. Et donc notre potentiel E03 est égal à 1,24. Et pour celui-là, c'était bon. La bonne réponse, c'était la 44 et pas la 45. Voilà pour le premier QCM de redox. On va faire le dernier ensemble. Alors, donc le dernier QCM redox, donc la question 10. On considère la réaction d'oxydoréduction d'un alcool RCH2OH en aldéhyde RCHO par le coenzyme NAD. Cette réaction est appelée la réaction 1. Et donc là, on va lire ensemble comment est-ce qu'ils ont préparé la réaction 1. Dans un récipient de volume constant de 1 litre contenant... On va essayer de surligner en même temps les informations importantes. Donc dans un récipient de volume constant de 1 litre, contenant une solution pH égale 0, le pH restera constant tout au long de l'expérience, on introduit l'alcool NAD+, à 37 degrés. Les concentrations initiales sont identiques et égales à 10 puissance 2 mol moins 1. Lorsque l'équilibre est établi, la concentration NAD+, dans le récipient n'est plus que de 8 fois 10 puissance moins 3. Et donc voilà, on va nous demander de rechercher la quantité de matière d'aldéhyde présent. Est-ce qu'elle est de 2 fois 10 puissance moins 3? Comment est-ce qu'on calcule ça? Donc là, on va faire nos demi-réactions très rapidement. Comment est-ce qu'on va calculer donc le premier item? On va avoir du coup notre NAD. Notre NAD+, pour donner du NADHH+, on va avoir du NAD+, plus H+, plus 2 électrons, qui donne
NADH plutôt, pas NADH+, NADH. Et ça, c'était la réaction 1. Et la deuxième réaction, qui est donc le RCHO, donc l'aldéhyde, plus 2H+, plus 2 électrons, donne RCH2OH. L'équation bilan, je ne vous la fais pas aller dans la correction du TD. Donc je peux vous la dire à l'oral, c'est NAD+, plus RCH2OH qui va donner NADH. En vrai, c'est NAD+, celui-là, plus RCH2OH, celui-là, qui va donner, dans l'autre côté de la réaction, qui va donner NADH, celui-là, et RCHO avec les protons. Comment est-ce qu'on va calculer donc tout ça? On va avoir avec le tableau d'avancement, donc on fait notre tableau d'avancement et on va avoir la quantité de matière d'aldéhyde en remplaçant tout ça par les bonnes valeurs qui sont dans l'énoncé, donc le volume constant à 1 litre, les quantités de NAD qu'on a à 10 puissance moins 2 et tout ça. On va avoir, en faisant le tableau d'avancement, une quantité de matière qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Ensuite, pour avoir la constante d'équilibre, donc là il nous demande la constante d'équilibre de la réaction 1, on fait K est égal à NADH, donc c'est la concentration de NADH et RCHO. Donc la somme, enfin on va avoir le produit de tous les produits, c'est-à-dire NADH fois RCHO fois H+, divisé par le produit des réactifs, c'est-à-dire NAD+, et RCH2OH. Voilà. En remplaçant donc par les valeurs numériques, on va le faire ensemble. Oula, c'est bon. Voilà, donc en remplaçant par les valeurs numériques, on va avoir notre constante d'équilibre K qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3. Attention, puissance 2, parce qu'on a les coefficients stoichiométriques à mettre, multiplié par 1, divisé par 8 fois 10 puissance moins 3. On ajoute avec les coefficients stoichiométriques et ça nous donne 1 sur 16. 1 sur 16, 48 elle était bonne, la 47 elle était fausse, la 46 elle était bonne, on l'avait calculé, c'était 2 fois 10 puissance moins 3. Là on était bon, et maintenant on calcule juste le potentiel standard redox du couple. Alors là on va utiliser la formule qui va associer avec la constante d'équilibre, et on aura fini ce TD. Alors, on a donc en application numérique, donc on avait notre K qui est égal à 10 à la puissance n sur 0,06, facteur de E 0,1 moins E 0,2. Ça, c'est une formule qu'il faut vraiment bien connaître. Je vous l'entoure, je vous l'encadre. Pourquoi? Parce que c'est une formule qui permet de relier le potentiel standard d'équilibre, le potentiel standard redox et la constante d'équilibre. Et souvent, dans les QCM, vous avez des QCM où ils vous demandent de calculer la constante d'équilibre et après, ils vous demandent de calculer le potentiel standard. Pour ça, il faut vraiment garder cette formule en tête. Alors, du coup, la constante d'équilibre K, elle était égale à ça. Ou alors, on avait log de K où on se débarrassait du 10 puissance. Donc, notre log de K est égal à n sur 0,06, pardon. Juste, quand tu mets le log, tu te débarrasses du 10 parce que c'est le logarithme décimal. Où on a du coup, on a comme ça, facteur de... Vrai problème avec la gomme, moi. Facteur de E01 moins E02. Voilà. Et donc en application numérique, notre E02, il est égal à E01. Donc là, on utilise cette formule-là.
on la transforme mathématiquement pour isoler le E02. Donc E02 est égal à E01 moins 0,06 divisé par n. Vous avez vu, c'est inversé parce qu'on va retirer le log. Non, pardon, pas parce qu'on va retirer le log, c'est inversé parce qu'on a enlevé le E02 de la parenthèse pour le mettre de l'autre côté. Donc on a pris l'inverse de cette équation. Donc pour calculer le potentiel standard, donc le E02, qui était égal à E01 moins 0,06 divisé par n multiplié par log de k, on remplace donc par les valeurs numériques avec donc du coup, ça nous donne 0,10 moins 0,06 divisé par n, toujours pareil, fois log de k qu'on avait calculé, 1 sur 16. Et ça nous donne 0,14 volts. Et voilà, donc du coup, on avait 0,14. La bonne réponse, c'était la réponse 49. La 50, elle était fausse. Et on a terminé le TD2 de chimie, donc qui regroupait la thermochimie, l'acide-base et l'équilibre redox. Pour la partie redox, c'est vrai que je vous ai mis que 2 QCM. Vous pouvez vous entraîner sur plein d'autres QCM avec la banque des annales, la banque des QCM. Ce qu'il faut vraiment retenir, donc, c'est le nombre d'oxydation, les équations avec les potentiels standards et la constante d'équilibre qui regroupe aussi le potentiel standard. Voilà, entraînez-vous bien, vraiment le mot de la fin, c'est entraînez-vous bien sur l'équilibre redox et aussi sur acide-base. Acide-base, c'est pas évident. Je le sais, on est tous passés par là. C'est un peu le chapitre un peu bête noire de la chimie. Mais bossez-le. Parce qu'il y aura toujours des petits calculs assez simples, comme des calculs de pH, tout ça, où vous pouvez gratter des items. Et le plus important, c'est vraiment de gratter le plus d'items possible. La thermochimie, pareil, on va dire que la thermochimie, c'est un peu moins compliqué tant que vous avez vos formules bien en tête, avec le delta Rg0, delta RH0, qui regroupe tout ça avec la température, les enthalpies, les entropies. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc c'était le mot de la fin. J'espère que ce TD vous a plu. C'était un TD pas vraiment évident. Je me suis inspirée de pas mal d'items, pas mal de QCM qui mélangeaient un petit peu tout. J'ai essayé de vous mettre un peu d'acide base dans d'autres parties. Tout ça pour vous faire travailler et pour vous faire travailler surtout cette histoire de transversalité où vous pouvez avoir plusieurs chapitres qui peuvent se retrouver dans d'autres, parce que c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser un peu tout. Voilà, donc je vous souhaite plein de courage, ça y est, c'est bientôt la fin. Dites-vous que vous allez continuer à tout donner jusqu'à la fin. Je vous souhaite de tout défoncer au concours, de tout réussir, et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine en médecine ou ailleurs à Paris-Saclay. Voilà, révisez bien, à la prochaine, au revoir.